Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Bianco, député et président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Vous venez de publier « Si j'étais président » aux éditions Albin Michel. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Mais d'abord, venons-en aux derniers épisodes de l'affaire Bettencourt-Woerth. Le PS est-il le mieux placé pour s'indigner des écoutes téléphoniques dans l'affaire Woerth, compte tenu du passé et des deux septennats de François Mitterrand? Il y a eu des actes condamnables du temps de François Mitterrand. Ces actes ont été condamnés. Mais je crois que le pouvoir ne peut pas passer son temps à dire que parce qu'il y a eu des choses qui n'ont été pas bien faites, mal faites, ou, je le répète, condamnables, ça l'exonère de toute responsabilité. Et pour moi, le contre-espionnage, si les mots veulent dire quelque chose, ça doit s'occuper de combattre l'espionnage. Ça ne doit pas s'occuper d'espionner des membres des cabinets ministériels. Donc je pense qu'il y a là une dérive. Et il y a une règle simple en République. Nommons un juge d'instruction indépendant qui fera la vérité sur cette affaire. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement s'y refuse. Demain, les députés vont voter la réforme sur les majorité. retraites. La majorité. Enfin, demain, vous voterez contre, mais vous voterez. En promettant de revenir aux 60 ans, est-ce que le PS est crédible? Est-ce qu'on peut croire réellement que vous reviendrez sur les 62 ans en 2012 si vous êtes au pouvoir? C'est évident parce que c'est quelque chose de profondément injuste et c'est bien que Ségolène Royal, Martine Aubry, d'autres responsables socialistes l'aient dit. Moi, je l'avais déjà dit dans le débat. Vous l'écrivez dans votre livre d'ailleurs. Oui. Je crois que la vraie solution pour le problème des retraites, c'est d'abord qu'il y ait plus de gens qui travaillent. C'est que les jeunes puissent être payés quand ils font des stages. C'est qu'ils puissent avoir droit à des cotisations en stage ou même pendant qu'ils font des études. C'est qu'on cesse d'être la lanterne rouge de l'Europe, malgré les engagements de M. Fillon en 2003 pour ce qui est de l'emploi des seniors. C'est ça la base. Après, on dit bien sûr que dans tous les autres pays, on retarde l'âge de départ à la retraite. Mais l'âge de départ effectif, il n'est pas très différent. Il est 61 ans, 62 ans, 63 ans. Et le niveau des retraites est plus faible en France que dans beaucoup d'autres pays européens. Et la durée de cotisation est déjà plus longue en France. Donc il faut comparer un ensemble et non pas se focaliser sur la seule question de l'âge. La retraite à 62 ans, ça pénalise les gens qui ont commencé tôt. Et c'est la moitié de ceux qui prennent leur retraite aujourd'hui. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Donc il va falloir qu'ils cotisent ou qu'ils attendent au chômage pour pouvoir prendre leur retraite. Autre sujet où le Parti socialiste est en quête de crédibilité, c'est celui de la sécurité. On a l'impression qu'avec l'affaire des Roms, tout n'est pas clair entre les élus locaux, la direction du Parti socialiste. Plusieurs de nos internautes vous interpellent sur ce sujet et vous demandent si il faut s'attendre, en cas de victoire en 2012, au retour de l'immigration non contrôlée. La question des Roms n'est pas une question d'immigration, de même que ce n'est pas une question de grande criminalité. Ce n'est pas les Roms qui tirent sur des policiers. Il y a des Roms qui se comportent tout à fait normalement. Quand ils vont quelque part, ils demandent l'autorisation du propriétaire et de la mairie. Et puis d'autres qui se comportent mal. Donc ceux-là, en effet, il faut leur faire quitter le camp où ils sont illégalement. J'en suis d'accord, nous en sommes tous d'accord. Mais leur faire quitter le camp ne veut pas dire les renvoyer en Roumanie, d'où ils reviendront après. Et je trouve que cette focalisation sur les Roms, comme si c'était la source de tous les problèmes, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il peut y avoir des problèmes de santé, y compris pour eux, de sécurité, d'ordre public, de salubrité autour de l'endroit où ils sont illégalement. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de discussion sérieuse possible. Par contre, les renvoyer collectivement, les renvoyer massivement, c'est une mesure injuste, qui peut déclencher des phénomènes de rejet et qui a d'ailleurs été condamné par l'Europe, même par le pape et par les Nations Unies. Venons-en à votre actualité littéraire avec la sortie de votre livre « Si j'étais président ». Que cherchez-vous avec cette candidature à la candidature plutôt inattendue? On ne connaissait pas cette ambition présidentielle. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « et si j'étais président ?» Mais depuis des mois... Le titre est pourtant éloquent, c'est écrit noir sur blanc. Si j'étais président, ça veut dire qu'est-ce que je ferais, et ça veut dire aussi que je pourrais, le cas échéant, être candidat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rejet de la droite, il y a une déception causée par Nicolas Sarkozy, y compris dans les rangs de ceux qui ont voté pour lui. Pour autant, et bien que le PS aille mieux, bien que le PS travaille, bien qu'il y ait une unité dont je me réjouis, aujourd'hui les Français ne sont pas convaincus que nous ferions mieux que la droite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des propositions qui sont assez nettes, assez fortes, assez crédibles. Il n'en faut pas 50, il faut 3, 4, 5 idées forces, avec des mesures précises, et c'est à l'élaboration de ces idées que je veux contribuer. Je vais faire un tour de France pour présenter mes idées et construire quelque chose qui permette au PS d'être plus crédible et plus lisible. Ça veut dire que la préparation du projet tel que la conçoit actuellement Martine Aubry ne vous satisfait pas? Vous trouvez qu'il n'y a pas d'idée assez tranchante? Elle est sérieuse, elle est sérieuse, elle est consensuelle, mais il n'y a pas d'idée qui émerge. Et je pense que sur ce socle
qui est consensuel, qui est un bon travail. Il faut faire émerger des idées beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires, beaucoup plus fortes. Alors venons-en plus précisément à votre personnalité. Vous étiez un des principaux supporters de Ségolène Royal. Avec ce livre, avec ce que vous venez de nous dire maintenant, ça veut dire que vous ne croyez plus aux chances de Ségolène Royal en 2012 ? Je crois toujours aux chances de Ségolène Royal en 2012. Je continue à penser qu'elle a des qualités exceptionnelles. On l'a encore vu d'ailleurs, hein, les gens l'ont peut-être enterré un peu vite dans l'émission d'Arlette Chabot, à l'émission où elle sur les avait retraites. été envoyée par Martine Aubry, ce qui est bien pour porter la parole des socialistes. Je considère que si elle se présente, elle peut être notre meilleure chance. Mais je ne sais pas si elle se présentera, et de toute manière, ceci se décidera d'ici le mois de juin. Donc, je ne romps pas avec Ségolène Royal, pas plus que je ne me dresse contre mon propre parti. Je veux simplement donner à ce parti et à notre candidate ou notre candidat les chances de gagner vraiment en 2012, et pas de gagner par défaut, de gagner parce qu'on a redonné une espérance raisonnable aux Françaises et aux Français. Alors, la nouveauté des derniers jours, c'est l'amitié naissante entre Ségolène Royal et Martine Aubry. On écoute l'ancienne candidate à la présidentielle qui était ce matin à Canal+. Oui, bien sûr, tout se passe bien. Nous nous parlons régulièrement, nous réfléchissons ensemble, nous travaillons ensemble. C'est nouveau ? C'est nouveau. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par la gravité du contexte. Alors le PS, c'est devenu le pays des bisounours. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elles s'entendent alors qu'au congrès de Reims, elles se tapaient dessus. Je crois que nous avons des responsables assez sérieux pour se rendre compte que rien ne serait pire qu'une division du Parti socialiste. Et je peux attester qu'en effet, depuis des mois et des mois, ça ne date pas d'aujourd'hui, Ségolène Royal et Martine Aubry se parlent, se voient et travaillent ensemble. Ce souci d'unité, il est réellement sincère. Et je crois que c'est la base pour gagner. Donc moi, je m'en réjouis. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn, dans ce contexte, peut revenir, compte tenu du fait qu'il a face à lui maintenant deux candidates, deux femmes, qui ont l'air de s'entendre et qui visiblement font un bout de chemin ensemble, peut-être pour Non, je crois qu'il y a un souci d'unité que partagent Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn et les autres responsables socialistes. Dominique Strauss-Kahn, ce sera à lui de décider s'il veut être candidat ou pas, mais pour l'instant, ni Martine Aubry, ni Ségolène Royal, ni Dominique Strauss-Kahn ne sont candidats. Donc on verra bien qui est candidat au moment des déclarations de candidature, c'est-à-dire au mois de juin. Alors dans votre livre, vous écrivez que, vous maintenez l'idée que c'est du sang et des larmes qui attendent les Français. Vous écrivez ça noir sur blanc au début de votre livre comme à la fin de votre livre, donc c'est vraiment une idée qui sous-tend votre projet. Est-ce que c'est une invitation à ne pas multiplier les promesses intenables pour le Parti socialiste? C'est vrai. Alors c'est une expression qui a surpris, qui en a même choqué certains. On a dit on n'est pas en guerre, c'est une expression de Churchill. Moi je crois que les Français savent très bien que la crise mondiale est très grave, que la situation de la France est très difficile et qu'elle n'a pas de chance de s'améliorer d'ici 2012. Et donc, si on ne leur dit pas la vérité, sous cette forme brutale que j'emploie, du sang et des larmes, alors ils n'écouteront pas le reste, qu'ils prendront comme un catalogue de promesses. Si on dit la vérité, ça va être très difficile. On ne pourra pas faire tout ce que vous voudriez qu'on fasse. Mais par contre, je m'engage sur 3, 4, 5 mesures, alors là, on a des chances d'être crus. C'est ce que fait le gouvernement. Par exemple, aujourd'hui, avec le projet de budget 2011, qui va être un budget de rigueur, selon l'expression de François Fillon, c'est quand même un petit peu déjà la voie dans laquelle est engagé le gouvernement. A mis des mois à avouer qu'il parlait de rigueur, et quant à la rigueur, c'est le rapporteur général du budget, Gilles Carrez, qui est UMP, donc qui n'est pas soupçonnable d'être agressif à l'égard du gouvernement, qui dit le fameux coup de rabot sur les niches fiscales, c'est un coup de lime à ongles. Donc pour l'instant, tout ça ne me paraît pas vraiment prendre la mesure de la situation. Et en plus, il faut le faire en diminuant les injustices, c'est-à-dire en supprimant le bouclier fiscal, ce à quoi le gouvernement continue à se refuser. Du sang et des larmes, dans votre esprit, c'est aussi augmenter les impôts? Ça peut être d'augmenter les impôts, en effet, à condition qu'ils soient d'abord justes, c'est-à-dire que dans ce pays, on taxe le travail moins que le capital et le capital moins que la rente. C'est le contre. Il faut libérer les forces du travail et les forces de la création. Et il faut taxer plus, en effet, un certain nombre de super-profits, un certain nombre de bénéfices, dès lors qu'ils ne sont pas réinvestis dans les entreprises. Quand un bénéfice est réinvesti dans une entreprise, on doit baisser l'impôt sur les sociétés. Quand il est distribué, on doit faire un impôt plus élevé. Eh bien, je rappelle les coordonnées de votre livre. Si j'étais président, par Jean-Luc Bianco, aux éditions Albin Michel, un premier livre, on allait dire projet, un peu dans cette préparation de la présidentielle 2012. Merci Jean-Luc Bianco, Merci et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.